Donc aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'immobilier. Nicolas nous a parlé d'immobilier. Il nous a dit clairement, vous voyez la taille que fait Nicolas aujourd'hui, plus d'une cinquantaine de transactions immobilières par an. C'est un marchand. L'immobilier, même à son niveau, il le voit comme un moyen et non pas comme une fin. Donc je pense que ça doit faire réfléchir un certain nombre de personnes. C'est bien replacer l'immobilier à sa place. Et moi, mon rôle, tant vis-à-vis du patrimoine immobilier de mes clients que vis-à-vis du patrimoine financier, c'est de remettre les outils à leur place. Et ça, c'est le rôle de l'éducation financière. Donc dans un premier temps, je vous ai dit que j'ai un point de commun avec Karine. Je vous la présente très rapidement. Son entreprise Invested, Investir Autrement. Karine est conseillère en gestion de patrimoine à Montpellier. Je te laisse présenter ton entreprise. Ouais. Merci Karine. Merci. Alors moi j'ai un problème avec le conseil en gestion de patrimoine parce que je me définis jamais comme une conseillère en gestion de patrimoine pour la simple et bonne raison que je gère pas du patrimoine mais que je rencontre des gens qui ont des projets, qui ont des objectifs. Et ma mission à moi c'est de mettre une stratégie en place qui leur permette d'atteindre ces objectifs parce que j'ai des connaissances qu'ils n'ont visiblement pas. Notamment au niveau de l'imposition, on en parlait tout à l'heure à la pause. Ma première des missions c'est de faire en sorte déjà que les gens s'enrichissent avec l'argent de leurs impôts et qu'ils arrêtent de s'appauvrir. Et oui, l'impôt c'est fait pour vous enrichir et pas pour vous appauvrir. Juste rapidement, j'ai fait un petit schéma pour vous montrer en quoi consiste mon métier, tout simplement. Alors je suis désolée, je vais le faire tourner. Quand je rencontre les gens, je rencontre souvent des épargnants, c'est-à-dire des gens qui mettent de l'argent de côté. Les Français sont très très épargnants, on est le pays qui épargne le plus, il faut quand même le savoir. Donc la plupart, ils mettent au moins 10% de leur salaire, sachant qu'un salaire médian en France c'est 1 500 €, ça veut dire que les gens que je rencontre, ils mettent en moyenne 150 € par mois de côté. Super. Donc je trouve que déjà c'est louable, et félicitations à eux, parce qu'il y a peu de pays qui le font. Le problème c'est que quand je les rencontre, ils placent sur leur livret A. Alors j'ai mis à 0%, désolé, il est à 0,75, ok, je m'excuse. Résultat des courses, s'ils font ça sur toute leur vie de salarié, pendant 44 ans, ils se retrouvent à la fin avec 80 000 € en poche. 80 000 €, on va pas se mentir, on va pas sauver une retraite. On parlait de la retraite ce matin, là il faut clairement la sauver, il faut arrêter de croire qu'il va se passer des choses miraculeuses à la retraite, ok ? Mon métier, ça consiste à quoi ? C'est de les faire passer d'épargnants à investisseurs, de façon très simple, c'est-à-dire qu'on va le sortir du livret A et on va le placer sur des choses un peu plus rentables. Donc ici, je peux le dire, personne ne va s'affoler, à 10%. On va placer ça minimum à 10%. Ok, résultat des courses, est-ce que vous avez une idée de combien ils vont avoir en poche à ce moment-là, à la retraite, au lieu des 80 000 €, puisqu'ils auront réellement épargné 80 000 €. Ouais, il y en a qui sont déjà venus en conférence. 800 000 ? Ouais, on se croirait dans une chair. Allez, je ne veux pas faire durer le suspense, parce que de toute façon, clairement, on n'a pas le temps. 1 300 000 €. On n'a pas tout à fait la même retraite. Et je vais vous dire, il y a même une astuce qui dure 2 secondes. C'est une décision, une fois, on va se rencontrer. Et on va passer de 1 300 000 sans que vous augmentiez quoi que ce soit, à 1 800 000. Voilà, mon métier c'est ça, c'est de faire passer de là à là, ni plus ni moins. Merci Karine. Est-ce que tu veux nous parler de ton pourquoi, en dehors de l'intérêt de tes clients et de cette sensibilisation de prendre en compte le temps, la valeur du temps ? Pourquoi il est très simple. J'ai pas toujours été dans la finance. Moi, il y a 3 ans que je suis dans la finance seulement. J'étais dans la matrice, moi c'est ce que j'appelle la matrice, c'est-à-dire j'étais salarié, je savais que je voulais pas continuer à l'être, etc., etc. Bref. Le rythme hypnotique d'Alexandre, que je lui reconnais. Et alors, habituellement, quand je fais mes conférences, je montre 2 images. La première, c'est que j'étais dans un tunnel noir, et au bout, il y avait la lumière. Pour moi, la lumière, à cette époque-là, vous croyez ou non, c'était la retraite. Pour vous dire comme j'étais dans le tunnel, parce que pour que la retraite, ce soit la lumière, c'était grave. Et puis j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui a été mon mentor, qui a changé considérablement ma vie et ma vision de l'argent. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est ça, c'est transmettre ce que je sais. Les gens font ou font pas, ça leur appartient. Le problème, c'est qu'ils sont dans l'ignorance aujourd'hui. Mon métier, ma mission, clairement, c'est d'éduquer les gens pour qu'ils sortent de cette ignorance et qu'ils deviennent libres, tout simplement. Ma mission également, donc l'éducation financière. Mon mentor, je ne l'ai jamais rencontré encore, c'est cet homme-là, qui a écrit Père riche, Père pauvre, qui à 28 ans a changé ma vie. J'étais sur des rails à ce moment-là, les rails quand on sert l'État. J'étais officier dans l'armée de terre et j'avais des rails clairement tracés jusqu'en 2047, je crois, s'il y avait marqué sur mes états de service, parce que j'étais officier de carrière. Et voilà, à 28 ans, quelque chose a fait basculer, je vous en parle en dehors de cette présentation. Donc éducation financière, celle que l'on n'apprend pas à l'école, celle que ne nous amènera jamais un salaire. Et
bon, en dehors de la fortune, chacun après dimensionne son projet de vie. J'ai une deuxième mission devant vous ici aujourd'hui, et elle est assez importante pour moi. On a parlé de, pour le coup, je parle de ce terme-là, qui, à moi, je l'affronte pleinement, il n'y a aucun souci. Conseiller en gestion de patrimoine. Alors, déjà, c'est un monde, c'est une étiquette, c'est un livre qu'on peut placer en fait, sur la tête de n'importe qui, parce que concrètement, aujourd'hui, c'est non pas en faisant n'importe qui qu'on devient n'importe quoi, comme le dirait un Montpellierin célèbre, mais oui, lorsque vous voyez cette étiquette-là, clairement, ne pensez pas à n'importe qui. Et il y a une chose importante que vous pouvez donc soit connaître pour vous, pour votre vie, pour votre expérience, soit partager avec vos proches, c'est que le monde des CGP est clairement divisé en deux mondes. Est-ce que quelqu'un ici connaît Ibiza? Ibiza, qu'est-ce qu'on fait à Ibiza? On fait la fête. Est-ce que quelqu'un ici connaît quelqu'un qui s'appelle Eric Morillo, qui organise des grosses soirées à Ibiza? Des soirées énormes. Ok. Donc Eric Morillo, il a écrit ce morceau-là. Ce morceau s'appelle, on l'entend un moment dans la chanson. Allez, je vous invite à vous lever un petit peu. On doit dynamiser cette dernière intervention de la journée. Merci Alexandre de sauter en rythme. Eric Morillo a écrit un morceau qui s'appelle Where Are You Now? Merci beaucoup. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le monde des CGP, il est divisé en deux mondes. Where are you now? Où seras-tu? Posez-vous juste cette question. Conseil en gestion de patrimoine. Où sera la personne qui vous donne ce conseil dans 10 ans? Dans 20 ans? Where are you? Aujourd'hui, tu es devant moi, tu me donnes un conseil. Ok. Est-ce que tu seras encore là si tu me vends un produit sur 20 ans, défiscalisant ou pas, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? Vous allez voir très rapidement qu'il y a un certain nombre de conseillers en gestion de patrimoine qui sont eux-mêmes dans la matrice, dans le rythme hypnotique. Merci beaucoup de vous être levés, c'était pour vous dynamiser un petit peu. Je vous en prie. Donc les deux mondes, la matrice, le rythme hypnotique, on l'appelle comme on veut, mais clairement, retenez juste ça. Where are you now? C'est le nom de ce morceau. Et donc le monde des CGP est divisé en deux mondes. Le monde des salariés et le monde des indépendants. Vous l'aurez compris, on est indépendant. Des informations. Lorsque vous cliquez patrimoine sur Internet, sur Google, vous trouvez plein de revues qui se sont, depuis cette diapositive, qui font des articles. Donc grosso modo, ce sont des journalistes qui compilent des données et qui les recrachent pour écrire des articles. Il y a très très peu de pensée libre et indépendante, parce que le monde des CGP, non seulement il est divisé en deux mondes, le monde des salariés et le monde des indépendants, mais en plus, il a un énorme business derrière, des énormes lobbies qui nécrosent encore 50% du monde des indépendants. Voilà. Donc posez-vous juste une question lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui se positionne dans cette peau, ou alors lorsqu'un ami vous dit bah, tiens, j'ai rencontré un conseiller en gestion de patrimoine, Where are you now? J'espère que vous vous souviendrez de ce morceau de Ibiza. Et est-ce que tu es salarié? Pour qui tu travailles? Qui te paye? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, moi, j'accompagne mes clients et je prends cet engagement-là, et je suis en entreprise individuelle avec un certain nombre de responsabilités, avec 3 critères éthiques. Critère numéro 1, secret professionnel. Critère numéro 2, devoir de conseil. Et critère numéro 3, professionnel indépendant. Je suis fier d'organiser ce séminaire de la pensée libre aujourd'hui. Clairement, si vous voulez devenir rentier en 3 ans ou en 5 ans, comme l'ont fait Chris, comme l'ont fait certaines autres personnes qui nous ont inspirés, j'ai envie de vous dire, vous retroussez les manches. Je suis là pour vous donner une vision, et après le taf, c'est vous qui le faites. Et pour ça, vous vous formez, etc. Mais c'est pas la vision de tout le monde, c'est pas la vision des clients avec qui j'ai le plus de valeur ajoutée. Donc, retenez juste cette idée-là. Where are you now? Deuxième idée, qui est le professionnel qui est en face de vous? Est-ce qu'il est payé par un lobby? Peu importe si c'est un lobby bancaire ou immobilier. Est-ce que c'est un promoteur? Si vous vous rendez à un investissement, à un séminaire sur l'investissement, et là, est-ce que Stéphane est encore dans la salle ou est-ce qu'il est parti? Voilà, tu t'es rendu à
à une soirée qui était sponsorisée par un promoteur qui vendait ses beaux apparts. Et t'as kiffé, mais j'aurais kiffé également parce que c'est fait partie de 80%, 90% des produits qui me sont proposés et qui sont rentables pour moi si j'avais une vision à court terme, si j'étais salarié pour payer pour vendre ces produits. Mais concrètement, ça fait partie de 80% des produits que j'élimine dans ma sélection. Donc, j'ai été contacté cette semaine. Cette semaine pour faire du Pinel. La nana au téléphone, elle me demande combien je paye d'impôts. Je joue le jeu, hein. Je lui dis combien je paye d'impôts. Oh, mais vous vous rendez compte, il y a entre 88 et 103 possibilités de défiscaliser. Je dis, ah ouais, incroyable. On a rendez-vous la semaine prochaine, je suis très curieuse de voir ce qu'elle va faire. Très très curieuse. Parce que ça par contre c'est ma nature. Je vais au rendez-vous, je veux voir. Parce que alors cette démarche-là, j'avoue que c'est incroyable. Je vais m'en occuper. Ils font partie du système. Le système récolte des bénéfices énormes. Le système de la promotion immobilière. Tous les gens qui construisent des appartements dans lesquels on est aujourd'hui dégagent des marges phénoménales. Ces marges-là sont réinvesties dans des réseaux de distribution avec des budgets marketing énormes. C'est pour ça que quand tu tapes aujourd'hui patrimoine Montpellier, tu as 99% d'avoir un faux conseil ou d'avoir un vendeur au bout du fil. Je ne fais pas de web marketing, je ne suis pas millionnaire grâce à ça, mais clairement c'est très facile à comprendre, que ce soit en termes d'événementiel ou que ce soit en termes de conseils, plus ou moins. Si tu as en face de toi un vendeur salarié, tu n'as pas de conseil, tu as un vendeur face à toi. Voilà. Donc, mon engagement, je pense que c'est le tien également. Tu es en entreprise individuelle, lorsque tu donnes un conseil, tu poses ta bite et ton couteau. Chris, je suis pas tout à fait équipé pour ça. Sur la table, si je puis dire. Petit clin d'œil aussi. Et voilà, moi, mes clients, c'est pour la vie, quoi. Ah oui, bah, il manque le suivi d'ailleurs. Si jamais je crève, il y a un plan B. C'est-à-dire que lorsque je rentre en contact avec un client qui me fait confiance pour placer 150, 200 euros par mois ou 10, 20, 30, 100, 200 000 euros, dans 5 ans, je suis là. Il m'appelle, je suis là. Dans 5 jours, je suis là. Dans 5 heures, je suis là. Dans 10 ans, je suis là. Si je suis pas là, il y a quelqu'un, si pour les 16 ans je meurs, parce que je fais investir mes clients sur une durée qui potentiellement dépasse ma durée de vie personnelle, ben, j'engage mon entreprise et je fais en sorte de travailler de manière éthique. C'est pas le cas de 80% du business qui porte ce nom-là, malheureusement, et malheureusement pour l'étiquette du coup qu'on colle sur la tête de certains CGP et dont certaines personnes voilà, ont des a priori. Comment faisons-nous notre métier? Donc voilà pour le pourquoi, un petit peu le pourquoi de Karine. Je te laisse rajouter un petit mot. Non, parfait, c'est ça, hein. On est totalement indépendant. Voilà. Bon, bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est les objectifs des gens, pas plus. Pourquoi? Maintenant, comment? Vous avez compris? Donc ton mentor, tu as eu la chance de le rencontrer? Moi, j'ai jamais rencontré Robert Kiyosaki. Ouais, mais moi, en l'occurrence, c'était pas Robert Kiyosaki, parce qu'effectivement, lui, je l'ai pas encore rencontré. Mais ça ne saurait tarder normalement. Mais mon mentor, oui, je l'ai rencontré. Oui. Il m'a même formé. T'as passé beaucoup d'heures avec lui, certainement. Ouais. D'accord, t'as beaucoup de chance. Allez, j'ai pas je pense le cash pour rentrer dans le mastermind de Robert Kiyosaki. Comment faisons-nous notre métier? Vous aider à définir votre vision patrimoniale. Et là, je reviens sur les 2 images que vous avez enregistrées dans votre cerveau grâce à la puissance des neurosciences aujourd'hui. Vous vous souvenez de votre main? Ok, votre main que Alexandre, par la vision, par la vocation, a fait pousser tout à l'heure. Moi, j'appelle ça le pilier financier de votre patrimoine. D'accord? Et à côté de cette main, il y a la petite maison. Il y a le pilier immobilier. Donc déjà, le premier travail que je fais avec mes clients, c'est leur faire visualiser que leur patrimoine repose sur 2 piliers. Le pilier immobilier et le pilier financier. Ces piliers, alors Alexandre, franchement, très sincèrement, si tu arrives à faire croître tes comptes bancaires comme tu l'as fait tout à l'heure avec ma main, je te prends en consultant maintenant. Ok, donc voilà, 2 piliers. Et en dessous, pour lui, il a une très bonne gestionnaire de patrimoine au passage. En dessus de ce patrimoine, imaginez qu'on construit une maison, et là c'est mon projet de vie, c'est pour ça que mon site internet s'appelle Olivier Patrimoine. Et ben, le but c'est de protéger avec un toit, le toit privé ou le toit professionnel, les 2 piliers de votre patrimoine, d'accord?
Donc ça, lorsque on vous parle de patrimoine, vraiment je démystifie, et on peut soit avoir cette vision-là avec des centaines de petites choses, soit avoir une vision très synthétique, très simple. Ouais, attends, hop. Non, c'est pas là. Voilà, très simple. 2 piliers, un toit. Ok? 2 piliers, un toit. Et là, vous avez une vision, et vous pouvez mettre votre main sur le pilier financier, ici, et le faire croître, ou vous vous souvenir de la maison, de la petite maison dont vous a parlé Nicolas tout à l'heure, que ce soit votre résidence principale ou vos investissements locatifs, et les faire croître avec la bonne vision et la bonne stratégie. Karine, je te laisse juste poursuivre à partir de ça. Je voudrais spécifier pourquoi il y a 2 piliers, parce que c'est quand même important. On a beaucoup entendu parler d'immobilier aujourd'hui, et c'est très important dans le patrimoine, mais le financier aussi, et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, si on se prive du financier, ça veut dire qu'on se prive de liquidité. L'immobilier, c'est pas liquide. Si j'ai besoin de liquidité à un moment, il faut que j'ai du financier. Maintenant, si on ne fait pas d'immobilier, on se prive d'effet de levier. On en a parlé, les banques vous prêtent aujourd'hui à des taux qui sont très intéressants, donc c'est dommage aussi. D'où la nécessité d'avoir impérativement les 2 piliers. Et trop souvent, je vois soit des gens qui ont 100% d'immobilier, soit 100% de liquidité, et qui n'osent pas aller d'un côté ou de l'autre. Très honnêtement, pour avoir un patrimoine équilibré, je ne dis pas qu'il faut du 50-50, mais je dis qu'il faut des deux en tout cas. Alexandre nous parlait tout à l'heure de la loi de l'équilibre. Concrètement, lorsqu'on voit des gens qui ont la volonté de Chris et qui croient en 5 ans, là, son exemple de réussite qui est phénoménal, ou des gens comme Nicolas qui brassent des cinquantaines d'appartements. Enfin, en ce moment, Nicolas, il a 50 appartements en chantier, quoi. Même moi, je peux pas imaginer ça. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que aujourd'hui, la stratégie, par exemple, de Nicolas, c'est de protéger son patrimoine dans des sociétés. Il vous l'a dit, il a juste sa maison en nom propre. D'accord? Donc là, on a votre patrimoine privé ou professionnel. Donc typiquement, vous pouvez visualiser et appliquer ces 2 filtres-là. Soit je travaille dans le cadre de mon patrimoine privé, soit je travaille dans le cadre de mon patrimoine professionnel. Et après, vous allez structurer en fonction de ce qui se trouve juste à l'écran, par exemple, la résidence principale. La fameuse résidence principale, ce que Nicolas appelle le prix de votre confort. Lui, aujourd'hui, Nicolas, il l'a mis dans son patrimoine privé. Donc, patrimoine privé, pilier immobilier, juste en bas, là-bas, vous voyez, vous visualisez la résidence principale de Nicolas. Patrimoine privé, pilier immobilier, juste en bas, votre résidence principale. Votre résidence principale, c'est... on dit souvent que c'est un mauvais investissement, parce que malheureusement, et Nicolas en a parlé ce matin, un client, ou vous, quand vous êtes dans la peau d'un acheteur et que vous achetez votre résidence principale, vous mettez de l'émotionnel. Parole de Stéphane. Pas de sentiment dans l'immobilier. Et on se rend compte par expérience, j'ai été agent immobilier pendant 2 ans, résidence principale ou résidence secondaire, ce sont rarement, très rarement, les investissements les plus rentables de mes clients. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'émotionnel, il y a trop de sentiments sur une résidence principale ou une résidence secondaire. On en oublie de mettre son patrimoine au travail. Et qu'est-ce que c'est que de mettre son patrimoine au travail? C'est de percevoir des revenus. Et les revenus, c'est le fameux cash flow, c'est le cash qui rentre dans votre poche tous les mois. Donc, je vous ai illustré très rapidement avec le focus de notre séminaire que vous pouvez très simplement avoir cette vision-là de votre patrimoine, soit le focus privé, soit le focus professionnel. Privé, ça veut dire détenir des biens en nom propre. Qui dans cette salle détient des biens immobiliers en nom propre? Ok? Voilà. Donc, hier, vous avez eu les avocats fiscalistes qui vous ont dit tout simplement, selon que votre patrimoine soit dans le cadre de biens détenus, donc on parle de l'immobilier privé, vous allez avoir certaines règles de fiscalité qui vont s'appliquer, ok, par rapport aux revenus, soit qu'il soit dans votre patrimoine professionnel, vous allez avoir d'autres règles de fiscalité qui vont s'appliquer. Ok. Ma mission, c'est de définir donc on va dire la vision de mes clients et de protéger ce qui reste. Ce qui reste, ça veut dire quoi? La règle des 3D. Même si on a la meilleure vision qu'on croit ou qu'on voit, on n'est pas à l'abri d'un accident. Alors je suis désolé, peut-être que tu pourras me contredire ou faire évoluer ma présentation, mais aujourd'hui mon métier, c'est tout simplement de dire, ok,
Monsieur a acquis dans son patrimoine privé, d'un point de vue immobilier, 15 biens en 5 ans. Calcul simple. Monsieur, donc par exemple, monsieur et madame, un décès. Un malheur, un décès. Mais juste prenez conscience, normalement c'est le notaire. Hein. Normalement, lorsque vous passez chez le notaire, le devoir de conseil du notaire, justement, c'est de dire, voilà, attention, votre patrimoine privé, donc si jamais il arrive quoi que ce soit à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre, les frais de succession, par exemple, pour transmettre le patrimoine à ceux qui restent, et donc là on parle de protéger l'ensemble de la construction, ok? S'élève à temps. Vous les sortez d'où? Ah ben, le pilier financier est vide. Il y a 10, 20, 30 000 euros sur les comptes. Ok, vous avez 200 000 euros de frais de succession. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'une personne a mis toute son énergie, 5 ans de travail, voire 10 ans de travail à construire, et bien malheureusement à cause des aléas de la vie, et ce sont les règles fiscales, c'est la base de la fiscalité de l'impôt, ok? Et bien malheureusement, ce pilier, parce qu'il a mal été conseillé, ou partiellement, il avait sa vision et il a réussi à exploser, mais et ben, ceux qui restent doivent liquider le patrimoine. Et lorsqu'on ne sait pas vendre, Chris, tu sais très bien, voilà, lorsqu'une personne doit vendre et en indivision sur 2, 3, 4, 5, 6 biens, c'est là où toi t'arrives, tu fais tes bonnes affaires. Et voilà, malheureusement, un patrimoine qui est liquidé, ça ne se vend jamais à la juste valeur. Bref, donc mon rôle, c'est de vous donner cette vision-là, les deux piliers de votre patrimoine, le patrimoine privé, le patrimoine professionnel, et de vous donner ces 3 étapes-là. Vous allez être soit créateur de patrimoine, soit exploitant, on va dire, soit transmission. Donc les 3 étapes de la création de votre patrimoine, que ce soit pilier immobilier ou pilier financier, que ce soit personnel ou pro, gardez ces 3 étapes-là. Soit vous êtes des créateurs, soit vous exploitez, vous tirez les fruits, soit vous préparez la transmission. Alors là, je vous ai donné l'exemple d'un décès tout à l'heure. Bon, typiquement, une transmission d'un décès, c'est une transmission qu'on n'a pas prévue. Mais si la personne a fait ce qu'il faut, ben, ça se trouve, ce qu'il a mis 10 ans de sa vie à construire, et ben, la transmission, elle est déjà réglée avant même qu'il se passe quoi que ce soit. Le mieux, et lorsqu'on a un conseil, c'est d'avoir un conseil dans cette globalité. Le métier que je fais n'est pas le seul avec un devoir de conseil. Hier soir, vous avez eu sur l'estrade 2 personnes avec qui je travaille. Lorsqu'il y a des montages complexes, lorsqu'il y a des sociétés, etc., c'est le travail de l'avocat fiscaliste, vous l'avez compris hier soir. Lorsqu'il a des sociétés, des statuts de société à bouger, etc., ou des optimisations à faire. Et là, lui, il va travailler sur les optimisations aux 3 niveaux. Au niveau de la création, au niveau de l'exploitation ou au niveau de la transmission. D'accord? Donc bien sûr, il ne va pas faire du cash à votre place, l'avocat fiscaliste. Par contre, il va vous permettre d'avoir une vision globale. D'accord? Hier soir, il vous l'a dit, découverte, client, il ne facture pas d'honoraires. C'est pour ça que je travaille avec lui. Il a une éthique, il a cette vision, il a pour vision de servir ses clients. L'expert comptable, on en discutait aujourd'hui avec une personne parmi vous, le rôle d'un expert comptable, je ne me souviens plus qui c'était précisément, lors de la création d'une société, c'est pareil. Si vous avez un expert comptable qui se contente de faire vos comptes et de compter, où est sa plus-value? David l'a dit hier soir. L'expert comptable, il est là aussi pour, on va dire, vous conseiller à tous ces niveaux. Est-ce que vous avez maintenant voilà, une vision sur cette partie-là? Sur cette partie-là de mon métier, est-ce que voilà, je vous apporte quelque chose avec cette visualisation par rapport à votre projet à vous? Ok. Karine, je te laisse continuer avec ce petit triangle et ces 3 lettres. Oui. Ok, je continue. Allez, donc voilà, la vision, c'est ça. Et ça, c'est ma mission numéro 1. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus vous êtes jeune, plus vous allez vous donner du temps pour créer votre patrimoine. D'accord? Plus vous commencez tôt, plus vous allez pouvoir créer. Et si vous avez une vision, eh bien, vous allez pouvoir protéger votre patrimoine ou vos actifs, donc que ce soit d'un point de vue immobilier ou que ce soit d'un point de vue financier. Okay? Et après, vous allez pouvoir commencer à structurer les biens. Nicolas disait tout à l'heure, sur la partie immobilier, aligner les lignes de crédit. Et bien là, vous allez mettre des petites maisons qui se remboursent au fur et à mesure, ou des petits appartements, peu importe, qui se remboursent au fur et à mesure que le temps passe. Et ça, c'est indépendant de votre travail. Et ça s'appelle l'effet de levier bancaire, financé par l'immobilier. D'accord? Donc là, vous êtes des créateurs de patrimoine immobilier. Pareil pour l'effet de levier financier. Vous allez avoir votre fonds
de sécurité, votre petite bourse. Alors pour certaines personnes, c'est 10 000, 20 000, 100 000 euros sur les comptes bancaires, tout en bas de votre patrimoine financier. Pour d'autres personnes, ça va être 1 500 euros d'avance, peu importe, je ne suis pas là pour juger, je suis juste là pour dire ça, c'est l'épargne de sécurité. Et juste en dessus, vous allez pouvoir investir dans de l'épargne à long terme. Donc là, vous allez avoir des rendements. Souvenez-vous du schéma que vous a fait tout à l'heure Karine. Dès qu'on commence à avoir du temps et des finances, on peut viser des rendements supérieurs. Et après, vous avez on va dire les placements financiers à très très haute rentabilité. Mais malheureusement, qui dit très très haute rentabilité, dit très très haute volatilité. Et là, vous investissez l'argent dont vous n'avez pas besoin. Et c'est précisément pourquoi j'ai décidé de travailler avec François le jour où je l'ai rencontré. C'est que lorsque j'ai présenté ma méthode de travail, il m'a dit voilà, là, on peut avoir des rendements fois 10, fois 100, fois 1000 en utilisant la volatilité des cryptos, soit comme un trader, soit à très long terme. Et là, je dis voilà, tu décortiques ce que je fais, on va dire, pour mes clients à l'intérieur. Et lorsque tu m'as parlé, François, de portefeuille long terme, je me suis dit ok, on a la même valeur, on peut travailler ensemble, je vois ce qu'il veut dire et ça me parle. François, tu travailles là, est-ce que tu fais, je ne peux pas le faire à ta place. Est-ce que vous pouvez faire pour votre patrimoine financier, si vous décidez par exemple de devenir trader, d'aller chercher la volatilité des marchés financiers pour obtenir un max de rentabilité, ou si vous décidez de vous constituer un patrimoine en crypto qui sont très volatiles, mais si vous avez les bons conseils, vous allez pouvoir aller chercher des rendements qui sont juste impossibles. Et bien là, vous allez créer de la valeur, vous allez créer de la richesse dans votre patrimoine financier. Cette structure-là, c'est la base de mon travail. Lorsque je rencontre un client, je passe 2, 3, 4, 5 heures à écouter, à découvrir le projet de vie de mes clients avant de donner le moindre conseil. Clairement, je vous le dis, je vous ai parlé du métier de CGP au départ, je vous ai dit de vous poser cette question « Where are you now ?» Qui va faire le SAV de ce qu'on vous propose aujourd'hui? Si vous posez cette question, vous allez démonter le marché qui ne me représente pas le travail que je fais et le marché chez des CGP qui se vendent, on va dire, qui sont juste des vendeurs de produits tout simplement. Chacun son métier, chacun ses objectifs, je ne juge pas, je dis juste ce que j'ai découvert du business en 2 ans de travail. Voilà. Créez votre patrimoine financier avec des placements dynamiques cumulés avec les intérêts composés. Donc là, on laisse tomber les placements à très haute volatilité. Ok ? On n'est pas là pour faire de la bourse à votre place, on n'est pas là pour jouer, pour passer des ordres tous les jours, toutes les semaines, ou faire du swing trading ou je ne sais quoi. On n'est pas là pour jouer avec votre patrimoine financier. On optimise les flux de trésorerie avec cette notion qui s'appelle les intérêts composés. Oui, mais Karine, tu nous l'as montré, intérêts composés plus du temps, même si on n'a pas la volatilité, d'accord, et qu'on ne peut pas aller capter les écarts de marché comme le font les traders, les boursiers, ou des personnes qui tradent avec des monnaies ou des échanges, des valeurs aussi volatiles que la crypto, eh bien, si on a du temps, si on a 5 ans, 10 ans, 20 ans ou plus, eh ben, il y a des règles de base qui vous permettent de développer votre patrimoine financier, de le faire doubler en 7 ans. Qui ici a fait des mathématiques, des fractions, ce genre de choses, à l'école, peut-être au collège ou quelque chose, qui se souvient un petit peu? Oui, allez, je vous invite à vous relever, sauter un petit peu pour se réveiller, et je vais vous faire un exercice tout simple. Visualisez dans votre patrimoine, juste ici, vous posez votre main, vous visualisez ce que vous a donné tout à l'heure avec brio Alexandre. Votre main, ça c'est votre patrimoine financier, ok? Et maintenant vous allez visualiser un pourcentage pour que votre pilier financier, je sais plus aujourd'hui, pour que votre pilier financier, dans 10 ans, il est doublé sans travail. Allez, on va rester là. Ma main est là. Quel est le pourcentage pour doubler son patrimoine financier en 10 ans sans travail? Pourcentage annuel? 10%? 7%. Ok. Visualisez ce chiffre. Peu importe si vous avez 1000 euros à placer, 5000 euros à placer, 10 000, 100 000, 200 000 euros à placer. Si vous réussissez un rendement moyen, grâce à cet effet, les intérêts cumulés, de 7% pendant 10 ans, vous doublez votre capital financier sans travail.
Ok. Et là, merci Alexandre pour ton exercice. Vous pouvez mettre vos mains juste comme ça. Et la petite devient plus grande. Ok. Ça marche. Pensez, j'ai oublié ton exercice, donc tu peux nous le refaire en live s'il te plaît? Tu veux qu'on refait l'exercice? Allez, on refait l'exercice, allez c'est parti. Vous avez 2 lignes sur les poignets. Hein? Vous les avez les lignes sur les poignets, tout le monde? Vous alignez les 2 lignes. Voilà, vous tendez les 2 doigts, les mains pardon. On tend bien les mains, on aligne bien les lignes. On colle les poignets. Colle les poignets, vas-y. Colle les poignets comme ça, voilà, et tu tends les mains, tu prends la main la plus courte. Et vous prenez la main la plus courte. C'est bon, vous l'avez la main plus courte ou pas? Ok, on va lui demander de grandir alors. Intérêt composé 7%, on y va, c'est parti? On y va? Allez, grandis 7%, grandis 7%, grandis encore 7%, grandis, grandis. Voilà, on voit bien là qu'il laisse les mains collées, il triche. Voilà, et on recolle les 2 mains, allez-y, on réessaye. On aligne les deux lignes, on recolle les mains, on tend les mains. Ok Alexandre, merci beaucoup de votre adaptation. Je vous en prie, je vais laisser la parole à Karine. Donc l'idée c'est qu'entre temps il faut attendre 10 ans malheureusement. Je n'ai pas la volatilité des cryptos avec ces placements là. Ceci dit, Karine va vous montrer la valeur du temps et comment, parce que c'est un cas probable de ce qu'on nous dit ou de ce qu'on lit aujourd'hui, malgré un krach boursier, un krach financier, vous pouvez créer vous pouvez protéger ce pilier, vous pouvez protéger vos 1000 euros, vos 10 000, vos 100 000, vos 150 000, en étant investi à 100%, et je dis bien à 100% sur les marchés obligataires, actions, dans le cadre de certaines enveloppes comme l'assurance vie. Je n'en dis pas plus, ça s'appelle, Karine. L'allocation d'actifs. Alors on y va. Alors ça va être un peu technique, mais j'ai essayé quand même de faire, on va dire, simple. Pourquoi? Parce que souvent les gens que je rencontre, ils ont peur d'aller effectivement sur les actions, sur les obligations, ce qui est fort dommage, puisque comme tu viens de le dire, pour pouvoir doubler un capital, forcément il va falloir aller chercher de la performance. Pour aller chercher de la performance, on ne va pas se mentir, il va falloir aller sur la bourse. Hein, c'est pas le PEL hein, qui est à 1% ou le livret A qui va faire grand chose. D'ailleurs, tiens, pour doubler sur un livret A, vous avez idée de combien de temps il vous faut? On vient de dire 10 ans sur 7%. Est-ce que vous savez sur un livret A combien de temps il vous faut? 96 ans. Donc après, ça dépend si vous avez du temps, mais il va falloir ramer. Sans compter qu'avec l'inflation, de toute façon, vous perdez de l'argent, donc c'est pas la peine. Alors, allocation d'actifs, pourquoi et comment? C'est ce que je vais vous expliquer. Allocation d'actifs, est-ce que c'est clair pour tout le monde ou pas du tout? Ok. Allocation d'actifs, bah, c'est typiquement notre métier, hein, c'est-à-dire comment je mets en place une stratégie financière pour faire que bah, j'ai de l'argent qui se démultiplie. Puisqu'on va vraiment parler de ça. Alors, on n'est pas Jésus, hein, mais on va quand même démultiplier les choses. Si ça veut bien marcher. Alors, je vous ai d'abord mis une première slide. Alors, je suis désolé, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais je vais vous la lire. Les rendements à long terme sur différents actifs. Okay. Ce qu'on constate, c'est que de 1950 à 2011, l'actif qui a été le plus rentable, si on peut le dire comme ça a été les actions, avant l'immobilier. Alors, je mets un bémol par rapport à l'immobilier, puisque, on ne va pas se mentir, là, c'est juste le rendement immobilier classique. La rentabilité de l'immobilier, j'ose espérer que vous l'avez bien compris, c'est vous qui la faites. On achète 2 biens exactement le même, au même prix et tout ce que vous voulez, on n'aura pas forcément la même rentabilité en fonction de ce qu'on va en faire. Donc on va mettre l'immobilier de côté, néanmoins on voit que par rapport à tout le reste, très largement. Ce schéma il nous dit que si on avait placé 1 euro en 1950, en 2011, on aurait eu en poche, en plaçant sur les actions, 559 euros en poche. Ce serait dommage quand même de s'en priver, très clairement. D'accord? Bon, je ne vais pas sur les autres marchés parce qu'ils ne nous intéressent pas, on ne va pas parler du fonds euro, etc., ça n'a aucun intérêt. Néanmoins, ce qu'on voit aussi, c'est la courbe orange, hein, en l'occurrence ces actions. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est effectivement la plus volatile. C'est elle qui est la moins stable, on va le dire comme ça. D'accord? Mais c'est cette volatilité qui va nous permettre justement d'avoir de l'argent, irrémédiablement. Alors, les bonnes pratiques du placement, c'est quoi? Investir à long terme. Oui, pourquoi? Il suffit de regarder ce schéma, c'est très simple. Vous avez, alors on n'est que sur de l'action là, d'accord? Ce schéma il nous dit que, alors on est entre 1920 et 2011. Si on place sur une année entre 1920 et 2011 100% action, dans 69% des cas on va ressortir avec de l'argent un peu plus que ce qu'on en avait placé, dans 39% des cas un peu moins. On fait exactement la même opération mais plus sur un an, sur 10 ans, dans 96% des cas vous allez avoir un rendement positif, dans 4% des cas vous allez avoir un rendement négatif. Autrement dit, il faut arrêter d'avoir peur des actions. Quand on va sur les actions, il faut y aller, mais il faut y aller sur du long terme. Long terme, chez nous, c'est 8 ans. Donc, c'est pas hyper long. Et les 4% qui restent,
Bon, il y a eu deux grandes crises, on va dire, entre 1920 et 2011. Celle de, en l'occurrence, le grand crack en 1929, et puis celle qu'on vient de traverser, hein, avec la bulle Internet, on a eu les subprimes, on a eu la crise de la dette. Voilà, on vient d'en sortir. Donc c'est très très rare qu'en plaçant sur du long terme, sur des actions, ben, vous ayez de la perte. Donc quand on y va à long terme. La bonne idée aussi, ça peut être de diversifier. Pourquoi? Parce que si je suis 100% en action, ce que me dit ce schéma, c'est qu'en gros, je vais avoir un rendement moyen de 11%. Mais j'ai un risque de perte de 43% si je suis 100% en action. Si à l'inverse, je suis 100% en obligation, alors je ne vais pas détailler ce qu'est une action, une obligation, etc. Je vais avoir un rendement moyen de 4%, avec une perte possible, ouais voilà, merci, de 2,5. D'accord? Maintenant, si je fais l'opération 50-50, qui est juste au milieu, et on n'est pas obligé de faire du 50-50, mais pourquoi pas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le risque de perte que j'avais de 42% sur les actions, qui étaient là, il passe à 18%. Autrement dit, je le divise par 2, ce risque de perte. Pour autant, le rendement moyen, ben, il ne va pas tellement baisser, finalement, parce qu'on passe de 11% à 9,84. Donc, c'est pas si important, hein, la perte. Je réduis considérablement le risque de perte, mais le rendement, pas tant que ça. Action et quoi? Actions et obligations. Alors après, il faut savoir les choisir. Hein. On est d'accord, il y a des obligations qui tiennent la route, il y en a qui ne tiennent pas la route, comme les actions, etc., etc. Là, je fais quelque chose de généraliste. Maintenant, il va falloir aller choisir les fonds, puisque ce dont je suis en train de parler, clairement, c'est des fonds. On parle de fonds et on ne parle pas d'actions en direct. Ouais, nous ne sommes pas traders. Non, on n'est pas trader, on n'est pas société de gestion, il y a des professionnels qui font ça. Donc, mais il y a des super fonds, par contre. Hein. Voilà, les fonds avec qui je travaille concrètement, lorsqu'il y a un fonds, donc je travaille sur entre 5 et 10 dans mon allocation, ligne. Quand on dit un fonds, derrière, il y a une centaine d'entreprises. Donc la diversification, si vous avez 10 fonds, ça veut dire que vous avez, vous avez investi en termes de diversification, voilà, même s'il y a 10 boîtes qui se cassent la gueule, on s'en fiche. J'ai investi dans 1000 boîtes. Ouais, moi, quand je et obligations, c'est pareil. 10 et 15 lignes. Voilà. Sauf que obligation, c'est entre guillemets une exposition mineure, parce que ce sont des prêts d'entreprise. C'est des créances en fait. Hein. Voilà. On ne parle pas d'obligations d'État, on parle de prêts aux entreprises. Ce sont des prêts qui sont supérieurs au taux directeur, donc des prêts à 5, 6, 7, 8, 9, 10%. Et des obligations qui sont sur du court terme, parce que plus ça va être sur du long terme, plus ça va être... Bon, enfin bref, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais juste pour vous montrer les clés. Ensuite, investir progressivement. Alors là, je vais m'expliquer, ça va prendre un petit peu de temps, mais pourquoi? L'idée, c'est de vous montrer 2 stratégies d'investissement sur les 4 marchés possibles qui existent. Il n'y en a pas 50, ça va être le marché plat, marché haussier, marché en U, marché baissier. Il ne peut pas y en avoir d'autres. Okay, les 2 stratégies, c'est quoi? C'est 1, je place tout mon argent en une seule fois. Ou alors, je choisis une autre stratégie, c'est que je place la même somme, sauf que je ne la place pas en une fois, je la place en plusieurs fois. Mais ça va être la même. D'accord? Vous comprenez? C'est la différence typiquement entre ce que j'appelle le stock et le flux. La plupart des gens ont la même stratégie pour du stock et du flux. Du stock, c'est un capital qui existe déjà. J'ai 10 000 € à placer, par exemple. Voilà, ça c'est du stock. Et tous les mois, je vais investir 100 €. Et ben, les gens ont la même stratégie sur du stock et du flux, ce qui est une erreur colossale. Parce qu'avec du flux, on va aller chercher de la volatilité, on va aller chercher de la performance. Avec du stock, on va stabiliser plus tôt. Bon, on ne va pas rentrer encore dans les détails parce qu'en plus, il nous reste 6 minutes. Donc je vais essayer vraiment d'aller très très rapidement et vous montrer quel est l'intérêt d'investir progressivement et régulièrement. On va comparer les deux stratégies de placement. Donc sur la première période, là, qui est dite flat, hein, plate, on va aller très très vite. Il n'y a quasiment pas de différence. Si j'investis tout mon capital en une seule fois, je me retrouve avec une performance de 0,2%, donc quasi plate. En l'investissant en plusieurs fois, je me retrouve avec une performance à 0,6. Donc grosso modo, on peut dire que le match est nul. Même si je gagne un peu plus avec l'autre stratégie, on ne peut pas considérer quand même qu'il y a une vraie différence. Sur le marché haussier, qu'est-ce qui va se passer? Sur le marché haussier, si je place en une seule fois, je vais avoir un rendement, alors là en l'occurrence, une performance globale de 34%. Si j'investis en plusieurs fois, je vais avoir une performance globale de presque 17%. Moitié moins. Donc là, très clairement, sur ce marché-là, bah, il vaut mieux investir en une seule fois. Et là, c'est le travail des traders qui rentrent à des points, ils appellent ça des points d'entrée. Oui, mais laisse-moi finir, c'est ce que j'allais dire. Je Sauf qu'effectivement, pour pouvoir faire ça, il faut être trader. Parce que celui qui sait où on est au point bas et où on est au point haut, bah, il s'appelle un trader, et encore, et ils n'y arrivent pas toujours. Et ça, c'est pas notre métier, très clairement, et c'est pas le vôtre non plus. Hein. Vous n'allez pas être toujours derrière votre écran et essayer de savoir quand ça va monter, quand ça va descendre. Ensuite, on est sur le marché en U, c'est-à-dire qu'on a une grosse baisse, puis une remontée où on revient au point initial.
Si j'investis en une seule fois, ma rentabilité de mémoire, elle est à hauteur de, je vois pas bien, 4%, quelque chose comme ça. Non, 0,3%, pardon. Donc, j'ai pas perdu, j'ai pas gagné. Si j'investis en plusieurs fois, je suis à 6,7%. Donc vous allez me dire, ouais, mais même en investissant une fois, finalement, je perds pas d'argent. Oui, sauf qu'il y a quelque chose qui est très important quand on est sur les marchés financiers, et nous, on le sait bien, c'est la psychologie de l'investisseur. Celui qui voit sa somme de 10, 15, 20 000 euros en train de dégringoler, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir du marché à peu près par là. Résultat, il ne va pas reprendre le rebond, et du coup, il va perdre de l'argent. Alors que si vous l'investissez en plusieurs fois, vous en gagnez. Même quand ça descend, vous en gagnez. Je ne peux pas le détailler là, mais vous en gagnez même beaucoup. Et dernière stratégie, c'est quand ça descend. Donc sur les marchés baissiers, qu'est-ce qui se passe? Si j'investis en une fois, là je suis à moins 40%. Si j'investis en plusieurs fois, je suis à moins 29%. Dans les deux cas, bien évidemment, on va perdre de l'argent, on est bien d'accord, puisque les marchés sont baissiers. Résultat des cours, sur 3 marchés sur 4, quand j'investis régulièrement, je gagne de l'argent. Et sur celui où j'en gagne pas, c'est-à-dire sur le marché haussier, enfin j'en gagne, mais j'en gagne moins qu'en investissant en une seule fois, je suis quand même à 16% de rentabilité. Donc très clairement, il vaut mieux investir progressivement et régulièrement que de mettre une somme d'un coup d'un seul. Ça, c'est clair et net. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bon, alors là, je vais passer très vite. Bien acheté, je crois que voilà. Juste pour vous dire quand même qu'il y a des indicateurs, j'en avais pris qu'un parce qu'il y en a plein d'autres, qu'on appelle le PER, qui nous permet de savoir si on achète cher ou pas cher. L'idée, c'est juste de vous montrer sur ce schéma-là, en fait, vous avez l'indice du CAC 40 qui est en haut, hop, qui est là. Et en dessous, son PER, autrement dit, son prix d'achat. Dans le vert, vous avez un prix d'achat qui est faible, dans le gris, un prix d'achat normal, et dans le rouge, un prix d'achat haut. D'accord? Ce qu'on constate, très simplement, on va regarder que ce schéma-là, du coup, c'est que si j'achète à un prix très bas, au bout de 2 ans, dans 100% des cas, je gagne de l'argent. Je dis bien dans 100% des cas. Si j'achète à un prix normal, au bout de 10 ans, ce que je vous disais sur la stratégie à long terme, dans 100% des cas, je vais gagner de l'argent. Si j'achète à un prix cher, dans très rares cas, je vais gagner de l'argent, même au bout de 10 ans. Autrement dit, votre rentabilité, elle se fait au moment de l'achat. Donc il faut bien s'entourer, et encore faut-il savoir où on trouve le PER, etc. Et je vous passe les alphas, les bêtas, etc., etc. Bref, ce serait dommage quand même de vous priver de ça. Rapidement, donc une allocation d'actifs, c'est quoi? Moi j'ai l'habitude d'expliquer ça comme ça. C'est un peu comme si j'étais le coach, j'ai une équipe à construire. Cette équipe, elle va dépendre de vous, de votre profil d'investisseur, elle va dépendre de vos projets, elle va dépendre de l'horizon que vous avez de placement. Et en fonction de ça, on va constituer une défense, ce qui va être à court terme. Donc ça peut être plus ou moins important en fonction de si vraiment vous avez besoin d'argent rapidement. Ensuite, on va construire un milieu de terrain où on va aller chercher quand même un peu de rentabilité. Et puis une attaque, où là on va aller vraiment chercher de la volatilité. Cette équipe, elle est amenée à changer, on est bien d'accord, en fonction de vos objectifs. Votre vie, elle va évoluer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes célibataire et vous avez envie de gagner beaucoup d'argent en plaçant sur les marchés actions. Puis à un moment, vous allez vouloir acheter votre résidence principale, vous allez avoir des enfants, vous allez avoir besoin d'un peu plus de liquidité. À ce moment-là, on peut changer la défense et désinvestir un petit peu sur l'attaque, etc., etc. Mon métier, c'est ça. C'est de travailler avec vous et de vous accompagner. Le suivi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, mes investisseurs, une fois qu'on a fait une allocation d'actifs, on se voit minimum une fois par an, si ce n'est pas plus. Parce que ça se retravaille. C'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Contrairement à ce qu'on peut voir à certains établissements bancaires. Donc, vous pouvez revisualiser. Je finis juste une chose. Dans un établissement bancaire, quoi que vous fassiez, je vais vous le dire, c'est pas compliqué. L'équipe qui vont vous faire, vous voyez, ils prennent un joueur bleu et c'est tout ce que vous aurez. Dans le meilleur des cas, ce que je vois, c'est un joueur bleu, 80% en fonds euros, et on va peut-être avoir un joueur rouge, 20% en actions. La majeure partie des cas, c'est ce qui va se passer. C'est ce que tu vois, et nous, avec les engagements qu'on prend, on a cette stratégie-là. Donc là, typiquement, une approche structurée, vous vous souvenez de votre main, votre pilier financier, il est là en fait. Et là, vous avez le pilier financier, la stratégie que vous a présentée Karine, surtout votre pilier ici. Et votre attaque, si on change d'échelle, ça peut être l'argent dont vous n'avez pas besoin ici. Votre attaque, elle est là. Et cette attaque-là, donc à vous de définir votre projet de vie, à vous de définir comment est structuré votre pilier financier. Et là, ça peut être de l'argent que vous pouvez jouer. Investir sans risque sur des placements à très haute volatilité, comme les cryptos, à condition d'être bien formé, parce que c'est de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre
Là, vous avez ce qui vous fait manger. C'est tout en bas de votre pilier financier. Au milieu, on est sur de l'argent que vous investissez à 1 an, à 10 ans, que vous pourrez débloquer si vous le souhaitez pour acheter votre résidence principale. Et voilà. Donc, est-ce que... Merci, Karine, déjà. Donc, est-ce qu'on vous a apporté juste une vision, une valeur, la main de vos finances? Et notre travail, c'est ça. Donc, concrètement, aujourd'hui, lorsque vous analysez votre pilier financier, lorsque vous analysez vos placements, posez-vous juste une question. Où est-ce que moi, je serai dans 10 ans? Parce que si je place pour dans 10 ans, où est-ce que je serai? Si ce n'est pas votre cas, si ce n'est pas votre projet de vie, tant pis. Mais nous, on doit conseiller cela. D'accord? Parce qu'on est des professionnels. Et avec quelle quantité de mon patrimoine financier j'investis dans des produits à très haute volatilité, peu importe si c'est sur des marchés actions avec la volatilité qu'on leur connaît, peu importe si c'est sur des cryptos, peu importe. Mais voilà, l'idée c'est ça. Concrètement, en immobilier, vous avez un petit peu le même positionnement, la même stratégie. Vous pouvez avoir votre résidence principale qui est dans la zone bleue. D'accord? En immobilier, votre résidence principale, votre confort, votre plaisir, c'est dans la zone bleue. C'est très rare, à moins de pouvoir réagir comme Nico, d'acheter une résidence principale et en fait d'acheter une maison, un terrain divisible avec piscine et un pavillon, je ne sais quoi. Lui, il achète une résidence principale, mais il achète 3 biens immobiliers à la fois. À moins d'acheter une résidence principale comme ça, comme Nico, de réfléchir en termes de 1 égale 3. Vous avez votre résidence principale en bas et c'est très rare de faire une bonne affaire. Donc on va privilégier bien sûr, pour développer au milieu de votre pilier immobilier, votre patrimoine immobilier locatif avec fiscalité privilégiée. Donc la fiscalité privilégiée, on a parlé de votre patrimoine privé. D'accord. Patrimoine privé. L'exemple parfait de Chris, l'exemple parfait d'Audrey, d'autres témoignages, 100% patrimoine détenu en nom propre. Je fais pas d'erreur? Si. Je fais une erreur? Non, tu es en train de restructurer Chris. Ouais, c'est pas une erreur, c'est en fait... Une évolution? Moi, une évolution, parce que j'ai commencé par le nom propre. Et une fois que l'alimentaire est géré grâce au nom propre, on bascule maintenant vers la SAS, justement, qui va gérer du patrimoine professionnel avec des biens qu'on est capable de garder sur 20 ans, contrairement au privé. Donc pilier, voilà, Chris concrètement sa stratégie, boum, explosion de son patrimoine immobilier privé, tu passes en 5 ans de 0 à 10 biens. Comme on en vend et qu'on en rachète, voilà. En rachetant, en vendant tous les ans, il remplit son patrimoine privé et au bout d'un moment, pour différentes raisons, pour différentes stratégies, parce que la famille grandit, etc., le projet grandit, il a besoin de passer en mode professionnel. Ok, je vais protéger mon patrimoine immobilier et je le mets dans une structure. Aujourd'hui, Chris, il se pose cette question, il rentre 100 000 € de loyer par an. Un peu plus maintenant. Bref, c'est tout ça pour vous dire que, je veux dire, à moins que vous soyez déjà millionnaire dans votre famille, que vous ayez une cuillère d'argent en or ou en argent dans la bouche, que voilà, vous ayez des questions déjà stratosphériques à vous poser, concrètement, 90% des gens, ils n'ont pas cette question à se poser. Remplissez votre patrimoine privé. Et après, si vous avez une boîte, vous allez voir un avocat fiscaliste, un expert comptable, et là, ils vont vous faire des optimisations, utiliser les flux de trésorerie de votre boîte pour des thunes que vous allez récupérer dans 10 ans quand vous prendrez votre retraite. C'était le montage à 15 000 €, on appelle ça l'usufruit temporaire, que je devais vous présenter ce soir avec David, par Télémy, l'expert comptable. S'il te plaît, garde, on doit avancer. Donc, merci. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Est-ce que c'est simple? Voilà, donc on essaie vraiment de simplifier tout ça, et c'est ma mission de démocratiser mon métier aujourd'hui. Donc, créez votre patrimoine immobilier locatif. Et la fiscalité de Chris, c'est une niche qui existe pour les biens en nom propre. Donc, dans votre patrimoine privé, ça s'appelle le LMNP, location meublée non professionnelle. Je ne m'en cache pas. Aujourd'hui, j'ai un certain nombre de biens aussi perso, investissement locatif, LMNP. Je détiens les biens en nom propre. Tu rentres 100 000 € de loyer, j'en rentre 20. J'ai jamais payé 1 € d'impôt sur mes revenus locatifs. D'accord? Mais le jour où je dépasse un certain cap, eh ben, je vais protéger tout ça. Donc, voilà. Chacun son histoire, chacun son patrimoine, mais grosso modo, chacun ses objectifs. Donc oui, il existe des niches fiscales, peu importe si vos biens immobiliers, ils sont
dans votre patrimoine privé ou dans votre patrimoine professionnel. D'accord? Et oui, si vous êtes salarié ou si vous êtes gérant d'entreprise, que vous vous rémunérez sur des produits d'exploitation commerciale, vous n'allez pas avoir la même stratégie, c'est normal, chacun son projet. Ma mission, c'est bien de vous dire, voilà, soit vous êtes en phase de création, soit vous êtes en phase d'extraire les revenus du patrimoine, soit vous êtes en phase de transmission pour chacun de vos biens. L'optimisation de vos financements, on en a un petit peu parlé, c'est votre stratégie de financement. Grosso modo, aujourd'hui, c'est simple, vous imaginez ces deux piliers-là, combien est-ce que j'ai de financement dispo pour pouvoir faire croître mon patrimoine immobilier? Est-ce que j'ai 1 000 € d'avance, 5 000 € d'avance, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 500 000 comme les sociétés des marchands de biens, euros d'avance pour pouvoir faire grossir mon pilier immobilier. Okay. Et ça, vous allez piocher. Vous allez piocher des finances dans votre patrimoine financier pour faire une acquisition, créer une ligne, comme dirait Nicolas, payer des prêts notaires, payer des meubles, d'accord, et transférer pour faire grossir votre patrimoine immobilier. Okay. Le but, c'est d'avoir un patrimoine immobilier qui travaille pour vous, et vos financements, votre stratégie de financement, elle ne va pas être la même. Par contre, c'est important qu'elle soit optimisée. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les financements en Espagne. Pour information, dès que vous faites un crédit immobilier en France, vous souscrivez une dette. Nicolas vous a dit, vous êtes responsable de la dette que vous souscrivez. Oui, nous sommes responsables. D'accord? Mais vous souscrivez surtout une énorme assurance vie. D'accord? Parce que cette dette, elle est assurée. Il y a des conditions de décès, même si on veut l'éviter, c'est légal en France, d'invalidité partielle, totale, perte totale irréversible d'autonomie, etc. Donc en fait, si vous faites un bon investissement immobilier, c'est le meilleur des investissements que vous pouvez faire. Si en plus, c'est du locatif et que ce sont les locataires qui payent les loyers et que vous enchaînez les lignes et que vous remplissez les lignes de votre patrimoine immobilier avec du locatif, peu importe si c'est des maisons, des immeubles, etc., c'est la meilleure assurance vie que vous pouvez faire parce que vous protégez l'ensemble de votre patrimoine. Pourquoi? Parce que le prêt immobilier, le financement que vous levez, si jamais il se passe quoi que ce soit, d'accord, la banque vous rembourse. Et pour information, j'ai croisé en Espagne des personnes qui souscrivent des dettes. Là-bas, l'assurance de prêt n'est pas obligatoire pour de l'immobilier. Et peu importe le statut social, peu importe l'origine, il y a des personnes qui s'endettent et s'ils crèvent, ils laissent une putain de dette à leurs enfants et des fois même sur des biens résidence principale. Donc là, c'est encore plus violent, quoi. Vous imaginez, on a vécu l'histoire de Nicolas ce matin, c'est pas la peine d'en couper plus. Ok, donc optimisation de vos financements, vous n'allez peut-être pas vous poser la question sur le premier financement, mais dès que vous allez grossir, dès que vous allez grandir, dès que vous allez voir le deuxième financement, le troisième financement, dès que vous allez vouloir caler la deuxième, la troisième ligne, vous allez devoir optimiser et donc considérer cela. C'est un de mes métiers, une des parties de notre métier, Karine, c'est que concrètement, déjà il y a cette prise de conscience. Si vous faites rien aujourd'hui, si vous passez pas au compromis, si vous signez pas le contrat de réservation concrètement, et ben voilà, si vous arrive quoi que ce soit demain, vous n'avez pas de patrimoine immobilier. Une fois que c'est signé, une fois que c'est financé, ben voilà, vous êtes protégé. Donc après, avec différents degrés de financement. Et mon message, c'est ça. C'est intéressez-vous aux parties de votre patrimoine qui créent des revenus complémentaires et mettez-le au travail. Au travail, pourquoi? Au service de votre projet de vie. Donc, on est à la fin du timing. J'espère vous avoir donné le maximum de valeur. J'irai plus loin en vous disant que concrètement, mon métier, je le fais, et tu le fais aussi, Karine, pour des novices, des personnes qui partent de zéro. Auquel cas, moi, c'est ça, mon positionnement, il est simple. Vous êtes salarié à 10 000 € par mois, vous voulez le rester pendant 10 ans. Vous ne voulez pas acheter un bien tous les 10 ans, ok, on peut travailler ensemble. Par contre, si vous voulez acheter un bien tous les ans et devenir rentier dans l'immobilier en 3 ans, formez-vous, redressez-vous les manches, il va falloir acheter des biens à 100 000 € et faire 100 000 € de travaux, il n'y a pas d'autre moyen. Nous avons 3, 4, 5, 6 exemples, peut-être 10 exemples de rentiers immobiliers dans la salle, ce n'est pas mon cas aujourd'hui, mais clairement, il n'y a pas d'autre moyen. D'accord? Donc pour des novices, soit vous voulez exploser, soit vous gagnez très bien votre vie en tant que salarié pendant 10 ans, vous êtes dans une vie qui vous convient d'un point de vue financier, et bien voilà, en 10 ans, vous allez rajouter une ligne, 2 lignes. Et là, vous avez, entre guillemets,
soit besoin des services de quelqu'un, soit vous prenez le temps de vous former. Il y a un point qui est important, donc les personnes expérimentées ont besoin d'un interlocuteur plus pointu. Et ben, typiquement, par exemple, quelqu'un comme Nicolas, il a vu passer des milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros dans son patrimoine, et il n'a jamais payé d'expert comptable jusqu'à il y a 2 ans. Il est plusieurs fois millionnaire, il n'a jamais payé quelqu'un pour faire ses comptes à sa place jusqu'à ce moment-là. D'accord? Donc ça veut dire qu'il a développé une expertise comptable qui est supérieure à 99% des experts comptables ou des avocats fiscalistes du marché. Les pépites qu'il vous donne, les pépites qu'il est en mesure de vous donner, voire limite légale, voire très risquées, eh ben, il les a appliquées pour lui et il commence à peine à vouloir déléguer la comptabilité. Voilà, quelqu'un comme Chris, en 5 ans, il a explosé. Il commence à peine à vouloir déléguer une partie de la gestion parce qu'il arrive aux limites de ce qu'il peut développer, de ce qu'il peut, on va dire, conceptualiser en termes de patrimoine privé. Et les experts, ben, l'avantage lorsqu'on a voilà, une certaine vision, c'est qu'on peut déléguer. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on établit un plan de match. Je ne sors pas d'un rendez-vous de découverte avec un client, ça peut prendre 1 heure, ça peut prendre 2 heures. En plus, souvent il y a des projets de couple, dès qu'on touche à l'immobilier, on touche à 10 ans. 10 ans de vie, 10 ans de volonté d'investissement, on investit en général sur 20 ans, sur 25 ans, on sort des financements sur 20 ans, sur 25 ans. L'essentiel c'est ça. Votre vision, quelle vision vous avez? Est-ce que vous voulez acheter un bien tous les ans, un bien tous les 10 ans? Et un putain de plan de match, une vision pour votre patrimoine. Et en fonction de ça, vous allez adopter l'attitude de Chris, vous allez adopter l'attitude d'autres personnes qui ont acheté tous les appartements qu'on voit tout autour d'ici, qui ont été construits en 5 ans, et pour le prix où Chris achète un T4, et bien certaines personnes achètent des T2 à Montpellier. Voilà, pour 100 000 euros, il n'y a pas la même logique. Par contre, les autres personnes... Effectivement, pas la même logique. Il n'y a pas la même logique. Sur autre chose. Il n'y a pas la même mission, mais concrètement, c'est ce qui se passe. Voilà. Donc moi je ne sors pas de mon client tant que je n'ai pas un cahier des charges. Je suis consultant, soit j'amène de la valeur ajoutée, j'amène des produits auxquels mon client n'a pas accès, des solutions, des idées, une vision. Soit vous pouvez acheter des formations sur internet et voilà, et ma valeur ajoutée elle est là. Ensuite, bien sûr, protection prévoyance, je vous rappelle, on est tous les deux en entreprise individuelle. On s'engage devoir de conseil vis-à-vis de nos clients. Donc protection prévoyance, s'il arrive quoi que ce soit, c'est à nous qu'on demande des comptes. On a placé 5 ans d'épargne, l'assurance vie elle est chargée à 10, 20, 30, 50 000 euros, l'investissement immobilier il faut le revendre. Là c'est where are you quoi? Tu m'as vendu ça il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, maintenant t'es où? Et vous avez vu, je vous l'ai dit, 90% du business qui est colossal, qui génère des millions d'euros du business CGP, malheureusement, des fois, souvent, le business est géré par des vendeurs, voilà, tout simplement. Donc la durée, court, moyen, long terme, en parlant de 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Retenons l'essentiel. Donc, Karine, tu nous as montré la valeur d'une épargne pendant 20 ans. Je vais te remettre ton schéma, je te laisse... Peu importe, le principe c'est le même, c'est de comprendre l'intérêt des intérêts composés. Et d'ailleurs, c'est Einstein qui disait que c'était la 8e merveille du monde. C'est vrai que quand on s'en prive, c'est dommage, surtout quand on dégage du cash flow, comme visiblement beaucoup dans la salle. L'idée, c'est ce cash flow, de le faire travailler aussi. Là, on utilise un deuxième effet de levier qui est assez colossal, quand c'est bien placé, encore une fois. Hein, parce que si vous allez mettre sur quelque chose qui est à 0,75 ou même à 1,50 ou même à 3%, c'est dommage. Donc l'idée, c'est ça, c'est déjà de dynamiser l'épargne, je dirais. Donc c'est aussi de l'investissement. Hein. Quand on place à 10%, on investit. Hein. Pour moi, on est ou à 7. Moi, très... Ouais, enfin, voilà. Oui, chacun son... Mais des chiffres clés. Enfin, moi, l'année dernière, je fais 27%, par exemple. Voilà, pour donner un exemple. Juste. Oui. Félicitations. Ok, donc on en est là. C'est 50 euros par mois. Prenez conscience de la valeur de votre épargne. Prenez conscience de la stratégie des intérêts cumulés, des intérêts composés. Parce que 150 euros par mois sur 10 ans, lorsque vous faites les calculs, rendement 0 flat et rendement 7%, vous avez des résultats qui doublent, qui triplent à la fin, qui n'ont aucunement la même valeur. Et ça, soit vous décidez de le faire seul, soit vous décidez de prendre des très gros risques pour X raisons et de miser gros sur des placements très volatiles, soit vous décidez de devenir trader pour acheter vous-même des actions, soit faut sélectionner. Et quand vous sélectionnez, c'est la jungle. Donc pour avoir du vrai conseil, pour valoriser une épargne de ne serait-ce que 150 euros par mois, mais finalement, c'est assez compliqué. Voilà. Et là, c'est pareil. Tu me vends l'assurance vie, tu me vends Céline, tu vends cette allocation d'actifs aujourd'hui, où tu seras dans 10 ans, mec.
Parce qu'il vous donne rendez-vous dans 10 ans. Mais si la personne, elle est mutée dans 2 ans, ben voilà, je veux dire, c'est simple. Nos banquiers, c'est pas pour rien qu'ils sont sur des chaises éjectables et qu'ils bougent tout le temps. Allez, allons-y, on continue. Donc, optimisez vos moyens, vision patrimoniale. Donc, merci beaucoup, Alexandre, de m'avoir donné cette vision. Vision patrimoniale et donc vision de grossissement, de grandissement pour votre patrimoine. Et bien sûr, les effets de levier, je ne rentre pas dans les détails. Et maîtriser l'impact de vos impôts. Oui, on peut rentrer. Ça, c'est la base. Voilà, plus de 100 000 euros de loyer, il a quitté la salle. Oui, on peut rentrer 100, 120, 130, 140 000 euros de loyer en France si on sait le faire. Aujourd'hui, c'est légal. Et payer 0 euros d'impôt. Et tout en faisant 50, 60, 70, 80 000 euros, ben, t'es encore là. De marge pure. Donc la France, c'est un putain de paradis fiscal en fait. Voilà. Nico, il est plusieurs fois millionnaire, il brasse 500 000 euros de marge. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Son activité de marchand, elle dégage 500 000 euros de marge cette année. Il paye 15% d'impôt. Mais il a une résidence principale. Et tous ses flux financiers, ils sont enfermés dans ses sociétés. Et les flux financiers, ils vont à droite et à gauche. Donc quand on le sait, on n'a pas besoin de rêver sur des évasions fiscales improbables, je ne sais où, à Maurice ou en Andorre, ou je ne sais où. Parce que la France, quand on sait faire, quand on est bien conseillé, on peut créer un putain de patrimoine et créer son projet de vie ici, quoi. Donc, l'impôt, on peut lui... Enfin, voilà. Je ne rentre pas dans ce débat-là, mais l'impôt, ça peut être un argument de vente. Mais prenez-en conscience, peu importe si vous êtes des chefs d'entreprise, des salariés, si vous avez du patrimoine. Et n'oubliez pas les 3 axes que je vous ai montrés tout à l'heure. La création, quel impôt je paye lorsque je crée. D'accord, la création, c'est la première étape. Quel impôt je paye lorsque je perçois les revenus de mon patrimoine, donc sur les loyers perçus. Et quel impôt s'il m'arrive une pipe, si je casse ma pipe, tout à la fin. Je paye si jamais je dois transmettre mon patrimoine, que ce soit de mon vivant ou pour X raison. Voilà. On n'en parle pas. Tu me permets juste de montrer par rapport à l'impôt, je vous donne un exemple très clair, chiffré, rapide. Vous prenez 1 euro que vous doublez tous les ans pendant 20 ans. Je vais aller très vite. Dans 20 ans, vous avez 1 48 000 en poche. À force des intérêts composés, j'y reviens pas. Okay, on fait la même opération, on place 33% d'impôt tous les ans dessus. C'est-à-dire que la première année, j'ai 1 euro, j'ai 2 euros, donc ça double. Sauf qu'il y a 33% qui partent à l'État, etc., etc. Au final, au lieu d'1 48 000, je me retrouve en poche. Est-ce que vous avez une idée de combien j'ai en poche? Sachant que j'ai pris 33% d'impôts tous les ans. Alors, tu peux leur faire parce que... 800 000 800 000. D'accord, donc j'aurais perdu 200 000 euros, quoi, grosso modo. Combien? 650. Non. Allez, je la fais très vite parce qu'on est pressé. Il me reste 24 000 euros en poche. Donc quand je vous dis que l'impôt c'est la base, l'impôt c'est la base. Vous voyez que le facial, vous vous dites 33%, finalement c'est pas grand-chose. En réalité, faites gaffe, c'est les intérêts composés à l'envers. Ça c'est la base de tout. Eh ouais, je suis désolée de vous le dire, mais c'est ça. Donc notre métier, encore une fois, c'est ça. C'est d'alerter les gens là-dessus. Il y a la valeur faciale, il y a ce que je vois, et puis il y a la réalité. Quand j'accumule les chiffres, ça fait juste mal. J'ai perdu 1 24 000 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte, avec 33% d'impôts. Et la base, c'est l'éducation financière, et c'est 3 parties: création, exploitation, transmission, comme toute entreprise, comme tout entrepreneur qui se respecte. Merci pour ton mot sur l'impôt. On peut se lever. Merci Chris pour ton message également. Passons à l'action. On a fait ce qu'on pouvait de mieux pour donner une idée claire et précise avec l'aide de tous les intervenants du week-end. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Voilà, faites-vous plaisir, si vous avez des questions, c'est maintenant. Ou des interventions. Chris, tu t'en prie, monte sur scène. Non. Oh, bah, allez, oh. Allez, viens. Viens, je te fais un câlin. Salut, on se connaît, non? On s'est vu. Non, je voulais vous remercier tous les deux parce que hier on a eu une discussion justement avec Olivier là-dessus et certains d'entre vous sont venus me voir tout à l'heure et m'ont dit hier j'ai passé une super journée de motivation, tout ça, et après on a parlé de fiscalité, assommé quoi. Mais en fait ils ont réussi, enfin, selon moi, à faire en sorte de nous faire passer des messages. Alors peut-être que ça ne vous parle pas pour certains tout de suite, mais quand vous aurez 5-10 biens, ça va vous parler rapidement. Et vous vous retrouverez derrière à être confronté à des CGP plus ou moins bienveillants. Et là, pour le coup, on a 2 personnes bienveillantes, il faut vraiment aller les voir. Donc en tout cas, merci pour votre intervention. Et, on travaillera ensemble.
complément avec David Barthélémy, l'expert comptable que vous avez découvert hier soir. Si vous voulez rentrer en contact, si vous a plu, voilà, c'est quelqu'un qui est directeur de cabinet, directeur de portefeuille sur Nîmes. Voilà, je sais qu'hier il a distribué quelques cartes de visite, donc vous pouvez me contacter sur Olivier Patrimoine. Pour info, Chris, tu es un chasseur-cueilleur. Et mon logo, c'est un olivier. Je suis un agriculteur. Je plante des graines, des arbres à argent pour générer des revenus autrement. Et donc, je vous invite à créer votre patrimoine, à le mettre au service de votre vie. Merci beaucoup. François, le mot de la fin? J'ai besoin de toi. Merci à vous. Applaudissements. Merci Karen. Merci Olivier.